lecture dans ce marathon. Alexandra Létré. Voilà. Sur les aspects sensoriels. Sur les aspects sensoriels. Parce qu'effectivement, quand on parle d'alimentation, ben on va penser goût, on va penser texture, on va penser odeur. Et l'évaluation et la métrologie sensorielle proposent des outils pour mesurer et enquêter sur les sensations, la perception, pourquoi pas les émotions générées par l'aliment ou toute autre application. Donc tout d'abord, je vous ai mis quelques définitions pour mettre le cadre autour de la métrologie sensorielle. Donc la métrologie sensorielle est normée. Il y a un cadre assez spécifique en fonction des besoins, en fonction des méthodos. À chaque problématique, il va y avoir des tests spécifiques avec des nombres d'individus à aller interroger. Et notamment au niveau des normes ISO, l'une des définitions proposées, c'est examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens. Pas de grande surprise. Le ministère de l'Industrie, lui, va un petit peu plus loin avec une définition de 87, où là, on commence à approcher les différentes approches possibles de la métrologie sensorielle, parce qu'effectivement, ils vont indiquer qu'elle vise à mieux cerner les perceptions et les évaluations subjectives du consommateur. Donc là, on a le côté subjectif, mais aussi à les objectiver en les corrélant avec des propriétés physiques mesurables sur le produit ou en cours de fabrication. Elle tend à élaborer de nouveaux instruments de mesure susceptibles de qualifier le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. Donc là-dessus, on va greffer différents outils, différentes méthodos pour répondre aux besoins. L'approche sensorielle donc, est née dans les années 70, au moment, entre autres, de la standardisation et de l'industrialisation de l'alimentaire, où finalement, il fallait des outils pour venir mesurer ce qui était produit, en cas de dérive, savoir quelles sont les dérives pour savoir comment les corriger. Tout ce qui se mesure se corrige et s'améliore, donc il fallait mettre des outils en place. Ça, c'était une première option, donc dans le côté objectivation, et après, ça permet aussi de mesurer les préférences ou les aversions des consommateurs, toujours pour tendre à faire des produits qui vont être de mieux en mieux appréciés par les individus et correspondant à leurs attentes. Les MDD aussi s'en servent souvent pour faire des contre-typages de marques nationales, parce que avec le développement justement de toutes les marques distributeurs, il a fallu tendre au niveau qualitatif à avoir des cibles au niveau du goût, au niveau de l'odeur, et être meilleur que ces cibles en marque nationale. Donc l'entrée était alimentaire, mais aujourd'hui c'est vrai que le sensoriel propose des outils qui peuvent finalement s'appliquer à tous les services de l'industrie, tout type d'industrie, parce qu'effectivement il y a l'agro, mais ça peut aller aussi en cosméto, en pharma, en automobile, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des outils peuvent être transversaux à tous ces secteurs industriels. Et enfin, les utilisateurs maintenant, ce n'est pas que les grands groupes, ça va être aussi les PME, tout le monde peut s'approprier ces outils. Le sensoriel, donc je vous ai remis un peu le contexte aussi, c'est pluridisciplinaire, donc c'est au carrefour entre les sciences de la vie, donc biologie, physio, neurosciences, où là on va décomposer la perception sensorielle, au niveau vraiment physio. Les sciences humaines et sociales, avec des facettes anthropo, ethnologie, psychologie, où là, voir l'impact social de l'innovation, voir comment les différentes populations peuvent accepter un concept. Et enfin, sciences de l'ingénieur, où là, on est plus sur de la mesure de l'objectivation et des statistiques. Au niveau des applications, donc là aussi, c'est au carrefour entre différents secteurs. Comme je vous disais, tous les services industriels peuvent utiliser les outils à disposition. Par exemple, en R&D, ça va permettre d'être un outil d'aide à la formulation si on change une matière première, voir quel est l'impact sur le produit fini. Ça peut permettre de mesurer l'influence des matériaux d'emballage ou des procédés de fabrication, toujours sur un produit fini. Ou encore, d'élaborer un langage commun, donc soit au sein d'une entreprise, parce que dans les différents services, on ne parle pas toujours le même vocabulaire, et pour se comprendre, ce n'est pas évident, entre le marketing, la production, la qualité et la R&D. Donc c'est de créer un référentiel commun, ou même par rapport à l'extérieur. Bien communiquer sur son produit pour le consommateur ou pour les prescripteurs qu'on a en face de nous. Au niveau qualité, ça aide à construire les cahiers des charges. Donc, une fois qu'ils sont construits, de vérifier la conformité à ces cahiers des charges. Évaluer le vieillissement des produits. Faire des contrôles sur les lignes de fabrication, avec des actions correctives si besoin immédiatement. Et marketing, on peut, à ce moment-là aussi, avec ces outils-là, évaluer les chances d'acceptabilité de succès d'un produit,
comprendre les attentes, les habitudes de consommation des consommateurs, mieux développer les produits pour eux et choisir le positionnement des produits. Donc, des outils ont été développés pour mettre l'homme au cœur du processus et mieux comprendre ses sensations, ses perceptions, ses émotions. Ça, c'est 3 concepts que je vous ai distingués, qui vont du plus objectif, donc du plus maîtrisable, jusqu'au plus subjectif, qui va être le moins maîtrisable finalement. Et dans ce gradient-là, on va avoir des cibles au niveau de nos enquêtes d'individus qui vont aller croissant. Effectivement, au niveau de la sensation, donc là c'est de la physio, de la neurologie, on va être dans ce qui va être maîtrisable au niveau de la sensation. Par contre, à partir du moment où on passe à la perception, là ce qui fait qu'on est chacun différents les uns des autres, vont entrer en jeu les critères de mémoire, de culture, les besoins, les attentes, les usages, où là on va commencer à faire une interprétation de ce qui est ressenti. Et ultime, ça va être l'émotionnel, donc tout ce qui va être notion bien-être, confort ou inconfort. Là on est vraiment dans le plus subjectif, et là au niveau de l'interprétation, on va vraiment aller individu par individu. Là je vous expose un peu certains biais aussi, quand on va vouloir mesurer le sensoriel. Il faut avoir aussi en tête que ces 3 éléments interagissent régulièrement ensemble et peuvent générer des biais d'interprétation comme en nutritionnel aussi, où effectivement le contexte va avoir une influence autant sur l'utilisateur que sur le produit. Si vous êtes chez vous, si vous êtes au restaurant, vous n'allez pas percevoir les choses de la même manière. Donc le contexte va influencer un produit, peut-être la température, s'il fait froid, s'il fait chaud, un vin qui sort d'un frigo ou un vin qui est resté à température, la perception du produit va être différente parce que sa sensation sera un peu différente. L'utilisateur, lui, va percevoir le contexte, va percevoir le produit et va être lui-même perturbé par ses propres émotions qui va, au cours de la vie, lui faire voir les choses peut-être différemment de comment il les voyait la fois d'avant. Au niveau des sens, j'essaye de faire très vite mais de vous apporter un maximum d'infos. On a 5 sens, là pas la grande surprise, il y a des sens mécaniques, des sens chimiques, à chaque fois il y a des récepteurs spécialisés. Chacun des sens, on appelle ça une modalité sensorielle, c'est rare qu'on n'en ait qu'une seule. Souvent on est dans l'interaction de toutes ces modalités, et notamment au niveau de l'alimentaire. Déjà on fait un amalgame entre le goût et l'odeur pour la flaveur, et après il va y avoir toutes les autres sensations qui vont être en bouche. Donc à ça je vous disais, il y a différents récepteurs spécialisés, et même au sein de notre organisme, on a un bagage génétique différent, ce qui fait qu'on n'a pas la même quantité de récepteurs, on n'a pas la même manière de percevoir les choses, on n'a pas la même culture, pas la même interprétation. C'est ce qu'on appelle les différences interindividuelles. Mais au niveau des mécanismes, on va dire génériques, il y a un stimulus, que ce soit la lumière, que ce soit une odeur, qui va activer des récepteurs. Il va y avoir un message qui va être transduit au niveau de la fibre nerveuse. Donc ça, on va avoir une qualité, une intensité d'information, et ça va être intégré au niveau du cerveau. C'est là où ça va faire appel à notre mémoire, et c'est là où on va commencer à avoir une image sensorielle de ce qui va être perçu. Là, ça va faire appel justement à tout notre bagage propre, tout ce que je vous citais juste avant, la culture, tout ce qui fait que vous êtes vous-même. Donc on a là 2 informations, première partie qualité-intensité, deuxième partie tout ce qui va être perception avec la notion de j'aime ou j'aime pas. Pour traduire sur un exemple, la sensation, donc ça va être qualitatif et quantitatif. Le qualitatif, vous allez mettre un mot sur votre sensation, par exemple c'est gras. Quantitatif, ça va être très gras, admettons. Ensuite la perception avec la partie hédonique, peut-être vous n'aimez pas ce gras. Et en fait l'émotionnel, vous allez avoir des renforcements positifs ou négatifs par rapport à votre expérience, et dès lors, vous êtes pourquoi pas dégoûté par ce gras, parce que vous avez toujours été malade avec ce plat qui était toujours trop gras. Au niveau des outils, il y a 3 grandes familles de tests, quand on va vouloir mesurer les sensations. Donc, des tests discriminants, des tests descriptifs, des tests hédoniques. Au niveau des tests discriminants, c'est savoir, par exemple, s'il y a une différence entre 2 produits. Donc là, il y a des tests statistiques, notamment par exemple un test triangulaire, où vous avez 3 produits, il y en a un qui est différent des 2 autres, et il va falloir voir si
sur un minimum de 30 individus, si c'est significatif ou pas. Donc après, on se réfère à des tables statistiques et on voit si la différence est perçue ou n'est pas perçue. Admettons, si une différence est perçue, on passe dès lors à des tests descriptifs. C'est-à-dire qu'il faut qualifier la différence qui a été mise en évidence. Pour les tests descriptifs, là on passe à des panels dits experts. Donc c'est une population d'individus qui a déjà été sélectionnée de par ses aptitudes sensorielles. Donc ça peut être au niveau de l'olfaction, au niveau du goût. Ils ont reçu un entraînement, je le note, un entraînement pour effectivement évaluer, trouver les bons mots, qui soient les plus discriminants pour décrire les produits. Et ça, justement, pour tendre à établir des profils, donc générer des mots qui permettent d'expliquer les sensations sur des aliments, en l'occurrence, et les évaluer sur des échelles. Donc les experts, c'est comme un outil de mesure qui va venir expliquer les sensations d'un produit. Au niveau du contexte, on peut le faire en box d'évaluation, où là c'est maîtrisé au niveau du contexte, ou à domicile. Et l'objectif, c'est de tendre, voilà, par exemple, à un profil de ce type. Donc là, vous avez un profil en radar. Vous avez des descripteurs, donc c'est des mots, qui permettent d'expliquer des sensations, des échelles. Et comme les produits donc, sont matérialisés par les couleurs, vous pouvez comparer différents produits. Enfin, dernière grande famille, ça va être les tests hédoniques, où là, on va s'intéresser à savoir si les produits sont aimés ou pas. On a différentes approches. On a les tests qualitatifs, comme des focus group, où là, on peut effectivement, sur des groupes d'individus entre 15 et 30, en déclaratif, en échange, on peut étudier les comportements, on peut faire des ateliers de créativité. Là, on va voir quelles sont les valeurs associées à un produit, par exemple. On va tester des packaging, on va aller explorer les univers qui peuvent être associés à des concepts. On peut aussi aller donc, dans du quantitatif, donc avec des épreuves hédoniques. Donc là, il nous faut un nombre plus important de consommateurs. L'optimum, c'est 100. Donc là, on va aller chercher des informations sur l'appréciation globale d'un produit, on va aller faire des questions ouvertes ou fermées, des satisfactions, intentions d'achat, préférences, lassitude. Donc ça permet de cibler les clients ou de vérifier que la cible consommateur qui a été choisie est bien réceptive aux produits qu'on va lui proposer. Enfin, plus largement, questionnaire d'usage et d'attitude, où là, on va essayer d'avoir des généralités. Ce n'est pas un extrait de la population, mais on essaye d'avoir un regard, on va dire, plus générique, où là, il faut de 500 à 5000 sujets. Toujours questions fermées, qui vont être redondantes pour être sur des interprétations derrière. Et on va aller tester les usages et les attitudes des consommateurs. Le dernier point, donc la cartographie des préférences, qui va être quasiment mon dernier slide, c'est quand on superpose des informations donc, objectives, donc établies par des profils donc générés par des experts sensoriels qui décrivent de manière objective les produits, avec des tests consommateurs. On superpose les deux informations, donc après c'est de l'analyse multidimensionnelle, hein, je vous abrège ça à cette heure-ci, mais au niveau statistique, ça me permet de superposer les informations, et dès lors, on a des courbes qui permettent d'interpréter de manière objective pourquoi des consommateurs ont préféré des produits de manière subjective. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cartographie des préf. C'est simplifié comme ça, mais ça peut permettre de définir un produit idéal selon des caractéristiques, effectivement, quand on a une projection des produits avec les préférences des individus, et à côté, on associe les descripteurs. Donc le produit idéal sera peut-être très peu sucré, un peu gras, et ça donne des atouts pour la conception, pour générer de nouveaux produits qui soient vraiment en accord avec les attentes des consommateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, ben voilà. On devait parler des méthodologies liées à l'alimentation. Finalement, on est entré dans la cuisine de nos disciplines et on a pu vraiment avoir je trouve des informations très, très utiles sur la manière dont finalement, en fonction de l'objectif qu'on a, on va passer d'enquêtes qui sont extrêmement larges, quand on travaille sur les représentations, jusqu'à des instruments de mesure finalement très sophistiqués lorsqu'on veut
à aborder les pratiques, mais avec toujours finalement, quelle que soit la discipline, ce regard réflexif, critique sur nos propres méthodes et sur les limites finalement de ce que l'on est en train de